Existe-t-il un lien entre l'ordre des Templiers et la colonisation de l'Algérie par la France en 1830, ou bien entre l'amour courtois et la loi légalisant le divorce en 1884, voire l'affaire Weinstein? C'est à quelques-unes de ces questions que vous ne vous êtes pas forcément posées que répond Zrinka Stahuljak, en bon français, dans son ouvrage « L'archéologie pornographique, médecine, Moyen-Âge et histoire de France » qui est publié aux Presses universitaires de Rennes. Bonjour à vous. Vous êtes professeur à l'Université de Californie à Los Angeles et vous êtes à Paris notamment pour une série de conférences au Collège de France. Alors d'habitude, je ne commence pas par une question sur les titres parce que ça donne l'impression que je n'aurais pas lu le livre, ce qui est toujours totalement faux. Mais là, en l'occurrence, l'archéologie pornographique, outre le fait d'attirer l'œil d'un journaliste dans sa pile de livres, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie des fouilles. On va aller fouiller dans le 19e siècle pour retrouver un Moyen-Âge qui ne serait pas un Moyen-Âge idéalisé, abstrait, mais un Moyen-Âge du vécu, un Moyen-Âge du quotidien, un Moyen-Âge qui a vécu sa sexualité. Donc cette recherche de la sexualité, des pratiques sexuelles, de ce que ça a pu aussi dire sur les maladies, les vices, les mœurs, etc., nous amène à la question de pornographie. Pornographique à l'époque où, c'est une citation que je reprends d'ailleurs des années 1850, pornographique à l'époque est vraiment entre la signification prostitution, mais va vers l'obscène. Et donc, pornographique, ici, c'est vraiment pour ramener le Moyen-Âge et ramener notre connaissance du Moyen-Âge vers quelque chose qui a quand même été beaucoup exclu de notre compréhension et de notre, je pense, imaginaire de ce que c'était le Moyen-Âge. On parle très souvent de l'amour courtois. Quand est-ce qu'on parle de... Pour préciser, c'est l'amour chevaleresque. L'amour chevaleresque, on la dame à la rose, enfin... voilà, c'est Lancelot et Guenièvre, par exemple, ou Tristan et Iseut, et on ne parle pas de l'éros, justement. Ouais. Voilà. Donc, oui, c'est un amour, il faut le dire, très chaste, qui est souvent une métaphore de l'amour pour le divin. L'idéalisation de la femme, et souvent on peut penser que c'est platonique, ou c'est vraiment dans la fidélité absolue de l'homme, du chevalier, qui donc adore cette femme qui est sur un piédestal, qui est souvent même sa supérieure, donc il n'y a aucune, même elle est mariée parce que c'est la femme de son seigneur. Mais il s'agit donc des rapports hommes-femmes, certes, mais ces rapports hommes-femmes, on ne rentre jamais dans le, si je puis dire, dans le cru de l'affaire. Voilà. Et ça, c'est le Moyen-Âge qu'on a voulu, à un moment donné, au XIXe siècle, présenter qu'on a retenu dans la culture et dans la civilisation française, et on l'a retenu au XXe siècle. Mais il y a le côté pornographique du Moyen-Âge qui a été, je dirais, refoulé à un moment donné. Et voilà, je me suis intéressée donc à ça. Alors, comment et pourquoi le 19e siècle a-t-il redécouvert et reconstruit le Moyen-Âge? Parce que on a des exemples, hein, le plus fameux, c'est Viollet-le-Duc, reconstruisant en fait Notre-Dame, mais avec tout l'imaginaire gothique, qui n'était pas aussi présent que ça d'ailleurs au Moyen-Âge. Mais vous montrez qu'en fait, c'est Viollet-le-Duc, c'est une petite part d'un mouvement beaucoup plus général. Absolument, on peut penser à Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, mais Victor Hugo qui faisait partie tout un groupe de romantiques, par exemple avec Prosper Mérimée, des gens avec François Guizot qui était ministre de l'Intérieur. Ça, ce sont les gens qui ont posé entre 1815 et 1830, qui ont vraiment posé les bases du patrimoine médiéval. Déjà, après la Révolution française, l'intérêt pour le patrimoine va grandissant, mais finalement, on découvre le Moyen-Âge comme le berceau, hein, on met de côté l'Antiquité. Et c'est au Moyen-Âge, avec la chevalerie, avec les premières constitutions, on va dire, juridiques, gouvernementales, la monarchie, etc., on comprend que la France, finalement, en tout cas, ce qu'on va appeler la France à l'époque, ce qui va devenir la France, ça commence à ce moment-là. Et donc, il y a la question du patrimoine qui se pose avec, c'est-à-dire l'architecture, mais bien sûr la littérature, l'art visuel, et là, la médecine, parce que c'est quand même le propos du livre, la médecine, elle s'intéresse... C'est là un peu la singularité, c'est que vous dites qu'il y a, voilà, il n'y a pas seulement les monuments, la littérature, voilà, la poésie, voilà.
un des secteurs qui va jouer un rôle fondamental dans un moment, il faut le rappeler, le 19e siècle, qui est un moment où l'histoire de France se repense, se réactive. Enfin, évidemment, on a l'image de Michelet, parce qu'aussi la France se projette hors des frontières, on va y venir. Mais vous dites qu'il y a un élément qui joue vraiment énormément, c'est la médecine. C'est la médecine, qui est constitutive, qui alors, si on pense que avant c'était le roi et l'Église, ben maintenant c'est l'État. Et dans cet État, qui s'occupe, on va dire, du bien-être de la population, hein, c'est la grande thèse quand même de Michel Foucault, on remplace le souverain par l'État. Donc, qui va s'occuper de la population? Qui va faire cette biopolitique hein, de bien-être de l'État finalement? Et ben, c'est la médecine. Mais la médecine, elle est aussi érudite. C'est une science qui se pense historiquement. C'est une science qui se dit l'histoire. On ne peut pas comprendre l'histoire si on ne s'intéresse pas aux maladies, si on ne s'intéresse pas aussi aux mœurs, si par exemple on ne comprend pas l'état mental des personnages qui ont joué un rôle très très important. Oui, l'état physiologique et psychologique. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de médicalisation de l'histoire. Il y a une médicalisation de l'histoire et on fait quelque chose qui s'appelle la médecine de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire devient tout simplement une autre catégorie médicale. Et dans ces recherches, évidemment, il y a le côté moderne, enfin contemporain de l'époque, c'est-à-dire que la médecine, quand même, fait des théories, la grande théorie de l'hérédité, tout ça pour, après tous ces bouleversements, déjà après la Révolution, mais après l'Empire, puis le retour à la monarchie. Donc, comment on va protéger ce qui est maintenant la nation française, comment on va protéger et continuer finalement ce qui a été déjà la grande nation française au Moyen-Âge avec la chevalerie et au XVIIe siècle. On veut retrouver une grande éventuellement en enlevant le traumatisme de la Révolution française. Et pour ça, au fond, les cadres, enfin l'imagerie médicale, pas au sens de l'imagerie, mais de l'image médicale peut aider. Oui, et pour dire très brièvement, il faut guérir l'histoire. Donc les médecins, parce que l'histoire elle est un peu malade, c'est ce que disait bien sûr Michelet déjà, mais les médecins donc s'intéressent par exemple pour établir certaines théories comme l'hérédité, ils s'intéressent à partir du Moyen-Âge jusqu'à l'Ancien Régime à toutes les histoires, toutes les généalogies de la noblesse, pour soit montrer que l'hérédité a certaines règles ou n'en a pas. Et à partir de ces exemples historiques, de ces leçons du passé, on va dire, on va établir les recommandations. Est-ce que il y a le grand débat sur la consanguinité? Est-ce que finalement il faut limiter les degrés de consanguinité ou pas? Est-ce que on peut permettre le mariage entre les cousins? Est-ce qu'on peut permettre le mariage avec la nièce? Jusqu'à où on va aller? Et on étudie pour ça le Moyen-Âge et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et ça permet éventuellement de définir donc des maladies qui seraient non françaises et d'autres qui seraient françaises. Oui. Et là, vous citez deux exemples particuliers de à la fois une maladie et un vice qu'ont hanté le 19e siècle et qu'on attribue du coup à l'Orient. C'est ça, c'est la sodomie. D'une part, et d'autre part, la maladie, c'est la syphilis. Et ça, là, pour le coup, c'est l'exemple des Templiers. Les Templiers qui reviennent très très tôt dans l'imaginaire avec une pièce de François Renoir en 1805 et qui finalement seront accusés de deux choses. La syphilis, ça sera un peu moins soutenu par les médecins, mais alors la sodomie, ça sera vraiment quelque chose qui sera mis en avant. Donc les Templiers, comme on sait, vont à la croisade, c'est l'ordre militaire qui est très très présent en Terre Sainte, donc l'ancienne Syrie, et ils sont accusés à la fois de l'hérésie, c'est-à-dire que une sorte d'altérité sexuelle, qui serait la sodomie, est liée à l'altérité religieuse. Le contact avec l'islam, le contact avec les musulmans, une sorte d'acculturation, d'assimilation, dont ils sont accusés d'ailleurs dans les archives déjà du Moyen-Âge. C'est d'ailleurs l'accusation de Philippe le Bel qui détruit l'ordre pour dire c'est les hérétiques et les sodomites, donc religion et sexualité vont ensemble. Et les médecins vont reprendre ça, certains vont arguer pour, d'autres vont être contre, avec les historiens aussi qui seront très engagés dans cette question. Mais ça sera finalement pour dire, voilà, c'est les Templiers qui ont importé ce vice en France qui n'existait pas avant.
Et là, on peut faire un vrai parallèle entre la manière dont les croisades se projettent de l'autre côté de la Méditerranée et le moment où la France engage sa politique coloniale, notamment en Algérie à partir de 1830. Exactement. C'est là où les Templiers jouent. C'est pas du tout le même impérialisme, mais eux, ils ne s'intéressent pas à cette question-là. Ils se disent, voilà, en effet, les croisades, ils ne disent pas c'est de la colonisation, mais il est clair que le contact avec l'étranger, dans un climat qui n'est pas forcément, parce que c'est une question de climat, alors c'est le climat qui encourage les mœurs relâchées, c'est des arguments, voilà, c'est ça ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça ce qu'ils disent. Donc, on est dans une terre étrangère, forcément, il y a un processus d'assimilation qui s'engage par cohabitation, etc. Voilà, et pourquoi il faut penser à ça? Eh bien, parce que la France, qui devient peu à peu une force coloniale, une force impériale, il y a les mêmes questionnements qui sont posés par les médecins par rapport au moment contemporain, c'est-à-dire comment, par exemple, éviter le métissage. Qu'est-ce qu'on fait avec la cohabitation? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a justement donc, ce problème de mélange de races? Et là, on peut revenir à la question qui hante, encore une fois, le XIXe siècle, la race française, dans le sens, pas racial comme on le pense aujourd'hui, mais vraiment juste la lignée française. Hein. Et d'autre part, s'articulent au même moment, bien sûr, les autres races. Voilà. Comment on va préserver la pureté de la race? Parce que, est-ce que préserver la pureté de la race, ça va protéger la civilisation, notre civilisation qui remonte donc au Moyen-Âge. Voilà. Et donc tout ça se joue autour de cette question d'importer d'ailleurs, de quelque part ailleurs, une pratique sexuelle, un vice qui nous serait étranger. Alors, je voudrais que vous tiriez une autre ligne que celle-là, qui est assez saisissante, où vous dites qu'au fond, la manière dont le XIXe siècle invente, d'une certaine manière, l'idée de l'amour courtois, de l'amour chevaleresque, au fond, on peut tirer une ligne jusqu'à la loi qui, en 1884, légalise le divorce. Oui, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est encore une fois, je reviens à cette idée de civilisation, parce que c'est vraiment, il y a juste très brièvement, il y a deux soucis principaux. Il y a protéger la race française à l'intérieur de la métropole et la protéger à l'extérieur, faire comme un cordon sanitaire qui va protéger de la syphilis, de la sodomie, etc. Et donc, l'amour courtois est posé comme on en a déjà parlé un peu, comme quelque chose de pur, hein, quelque chose donc qui va régler finalement, qui va discipliner un comportement sexuel, qui justement ne permettra pas un relâchement des mœurs. Et cet amour courtois est vraiment aussi choisi à la fois par les érudits, par les historiens, par les grands intellectuels de l'époque, mais aussi donc par les médecins. Il me semble que j'ai trouvé une grande correspondance entre les manuels conjugaux qui sont écrits, qu'on commence à écrire justement après le passage de la loi Naquet, donc qui légalise le divorce, parce qu'on se rend compte que si on ne peut pas être contre la dissolubilité du mariage, eh ben on peut le rendre inviolable en quelque sorte, en encourageant les époux à un amour conjugal qui du coup, on n'aura plus à se soucier s'il y a un divorce ou pas, parce que ce lien sera indissoluble par cet idéal d'amour et qu'on encourage les époux, surtout l'homme, à une sorte de douceur, à une sorte d'adulation de la femme et une attention à la femme qui prolongerait leur amour au-delà de... Et du coup, même si le divorce lui-même est admis, en fait c'est moins grave Du coup, c'est pas grave. Du coup, le divorce, on a dû l'accepter. Il vaut mieux ça que l'adultère, en fait. Voilà, il vaut mieux que l'adultère. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui est intéressant, parce que l'amour courtois, tout médiéviste vous dira, est un adultère, enfin encouragerait à l'adultère. Quand on lit les manuels conjugaux que les médecins produisent, vraiment c'est les médecins vulgarisateurs là, et ils les produisent entre 1880 et 1920, voire même 1930, ils adoptent exactement le même discours qu'on peut voir dans les résumés de ce que c'est l'amour courtois produit par les médiévistes de l'époque, et on les transforme dans conseil aux époux. Surtout conseil à l'époux.
comment surtout la première nuit, etc. Donc, Alors vous écrivez que si le Moyen-Âge fut inventé par les désirs nationalistes, il fut également inventé par les opinions, les peurs et les fantasmes que la sexualité médiévale inspirait au XIXe siècle. Vous nous avez commencé à nous décrire, on peut aussi parler de la manière dont, au fond, les fabliaux, qui sont beaucoup plus crus sexuellement, vont être complètement mis de côté pour valoriser l'amour courtois. Donc ça, on comprend assez bien, et ça s'inscrit dans quelque chose qu'on sait, c'est-à-dire que c'est vraiment le 19e siècle qui a inventé, donné l'imagerie qu'on a aujourd'hui encore du Moyen-Âge. Mais vous allez jusqu'à dire que cette manière de faire a aussi façonné le tissu social du 19e siècle. Est-ce que ça va pas un peu loin, ça? Est-ce que l'effet retour, en gros, à quel point il est sensible? Parce qu'on voit bien comment une époque projette ses fantasmes, ses mœurs, ses attentes sur une époque passée, mais à vous lire, il y a vraiment un effet rétroactif. Jusqu'à quel point est-ce qu'il est important? Bien sûr, je pense qu'on pourrait prendre beaucoup d'époques qui se rejouent au XIXe siècle. Il m'a juste semblé que là où ça joue un rôle différent ou peut-être plus important, c'est que justement il a été caché en quelque sorte. C'est ce Moyen Âge on s'intéresse finalement pas beaucoup. Par exemple aujourd'hui, on parle beaucoup de la galanterie. Du XVIIe, XVIIIe siècle, mais on s'intéresse finalement pas beaucoup au passage qui a pu se faire entre la courtoisie, la galanterie, et du coup, au XIXe siècle, comment il a pu construire une image de cette courtoisie qui nous affecte aujourd'hui. Donc quand on parle de cette exception française... oui, c'est ça, parce que là, vous ne le faites pas dans le livre, mais on pourrait aller jusqu'à la Vermanstein, pas seulement à la loi sur le divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, c'est l'exceptionnalité française de percevoir l'amour et les relations hommes-femmes. Oui, et parce qu'il pose, vraiment, ça c'est peut-être l'exemple le plus fort, peut-être ça ne suffit pas comme un seul exemple, mais c'est l'exemple le plus fort, c'est-à-dire que l'amour courtois, sans aucun doute, j'en donne plusieurs exemples, et chez les médecins, et chez les historiens, et chez les médiévistes professionnels, l'amour courtois devient, on le construit donc dans quelque chose qui serait plus platonique, moins érotique, et c'est bien ça le problème, où est l'éros? Cet amour courtois, il est aussi conçu comme la première exportation de la civilisation française. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Il y a la chevalerie déjà, ça adoucit les mœurs, mais surtout ce qui adoucira les mœurs de cette féodalité brutale, de cette violence seigneuriale, et ça sera l'amour courtois. Et cet amour courtois, par le biais de la langue française, parce que la France évidemment n'existe pas, c'est la langue française, c'est Chrétien III, ça va être Béroul et Thomas qui écrivent Tristan et Iseut, chacun une version, par le biais de cette langue française qui est quand même et en Angleterre et au nord de ce qui est aujourd'hui la France et qui va au nord de l'Italie, qui va même jusqu'à la Terre Sainte, cette langue française va l'exporter partout en Europe. Et donc, ce sera la France qui va civiliser le reste de l'Europe et même peut-être au-delà. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est ce qu'on retrouve au XIXe siècle avec la mission civilisatrice qui va bien au-delà des frontières D'ailleurs, c'est une mission civilisatrice au-delà des frontières de la France. Voilà. Et mais c'est une civilisation qui se pense comme plus libre aussi. C'est ça un peu le paradoxe des fois. C'est que par exemple, quand on voit la tribune signée notamment par Catherine Deneuve, elle revendique une forme de spécificité française, mais une spécificité qui serait la liberté, et pas forcément justement le côté normé du 19e siècle. Oui, qui serait une forme de liberté. Mais une forme de liberté, vous voyez, parce que nous sommes l'origine de la chose. Moi, je pense qu'en tant que moi-même, n'étant pas française, je le vois un peu comme ce jeu-là, c'est-à-dire que nous sommes exceptionnels parce que nous n'avons pas importé. Du coup, quand on a parlé de la sodomie, c'est quelque chose qu'on ne veut pas importer. Il s'agit donc qui est à l'origine. Et on peut se donner donc des libertés, bien sûr, puisque nous sommes à l'origine. Nous produisons la norme, en quelque sorte. Mais vous avez parfaitement raison que le XIXe siècle aurait souhaité peut-être un peu plus de règlements par rapport à comment on se comporte. Mais n'oubliez pas que même Georges Duby, il y a des années maintenant de ça, il a bien expliqué que certes, dans l'amour courtois, on dirait que c'est la femme qui a le pouvoir.
mais finalement, elle est l'enjeu du pouvoir. Donc, c'est quand même quelque chose qui se passe entre les hommes. Oui, donc, là, on voudrait, peut-être avec Catherine Deneuve et Catherine Millet, on voudrait bien avoir cette liberté, mais on a une liberté d'être importuné. Moi, j'aimerais bien voir la liberté d'importuner moi-même. Ouais, vous n'êtes pas française. Mais je ne suis pas française. Alors, pour conclure cet entretien, j'aimerais qu'on vienne sur une image. C'est votre conclusion qui est peut-être la plus frappante sur ce que vous dites, à quel point l'éros du Moyen-Âge a été complètement occulté. Je parlais tout à l'heure des fabliaux, mais il y a un autre exemple qui est un peu le fil de votre conclusion, qui est assez fascinant. C'est une collection entière qui se trouve assez tôt, le musée du Moyen-Âge de Cluny. Dont on a pu voir très récemment quelques pièces, une seule, et que vous reproduisez dans le livre. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Il s'agit des enseignes qu'on appelle profanes, voire des enseignes érotiques. On les associe le plus souvent avec les enseignes de pèlerinage. Ça, c'est une collection d'un marchand parisien, Arthur Forget, qui était donc que le musée de Moyen-Âge Terme de Cluny a intégré déjà en 1861-62, mais qui n'a pas été exposé jusqu'à 1997-18, quand on a enfin publié le nouveau catalogue des collections du musée de Cluny. Et d'ailleurs, il continue à être... ces enseignes continuent à être exposées assez rarement. Mais voilà, je pense que ce décalage qu'il fallait quand même attendre. Quoi, alors les enseignes, c'est des petits badges, c'est des objets très 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 petits finalement. C'était pour signifier soit un vœu, soit le lieu de pèlerinage où on est allé. On pense tous à... On met un pénis ailé, ça veut dire c'est un pénis ailé par exemple, c'est quoi comme... Alors, et ça c'est le grand débat, parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Évidemment, la plupart pas la plupart d'ailleurs, mais certains spécialistes pensent que ça a trait, ou c'est un héritage de l'Antiquité, où il commençait à Pompéi, il y en avait partout des phallus, donc que ça pourrait être aussi, mais moi ça ne m'étonnerait pas du tout que c'était des vœux de fertilité. Quand on connaît le Moyen-Âge, on sait très bien que le souci de fertilité, c'est-à-dire le problème de stérilité, est omniprésent dans les récits. Donc pourquoi pas, c'est pas pour dire que le Moyen-Âge hérite directement de l'Antiquité, le débat continue, on ne sait pas quoi en faire, néanmoins, on les a trouvés, ces phallus ailés, là où la femme chevauchant un phallus, etc. On les a trouvés ensemble dans la scène, mélangés avec d'autres badges, d'autres enseignes de pèlerinage qui sont tout à fait, soit très religieux, soit profanes, mais sans ce côté érotique. Donc tout est mélangé. Voilà. Zrinka Stahuljak, l'archéologie pornographique, médecine, Moyen-Âge et histoire de France, c'est publié aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup. Merci à vous.